Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouvel exercice donc sur les endomorphismes symétriques avec un exo qui est tombé à CCP dans la filière MP mais qui peut aussi intéresser les autres filières. Donc on considère E un espace euclidien muni du produit scalaire de normes associées, donc la norme, et on considère F un endomorphisme tel que pour tout x vecteur, donc la norme de f de x est inférieure ou égale à celle de x. On considère B une base de E et A la matrice de F dans la base B et G donc un endomorphisme tel que la transposée de A soit égale à la matrice de G dans la base B. Et donc on a trois questions donc avec des questions décomposées en plusieurs questions. Donc je vous laisse chercher l'énoncé, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile. Et ensuite je vais vous donner des indications si jamais vous êtes bloqué. Je vais passer à la correction du problème. Allez, donc on est parti pour les indications de ce problème. Donc la première indication de la première question, ça va être de se ramener à un calcul matriciel. Effectivement, f de x, y, donc le produit scalaire entre f de x et y, eh bien ça s'écrit la transposée de ax fois y, et donc ensuite en développant avec la transposée, ça fait x transposé a transposé fois y. Mais x transposé a transposé y, eh bien ça fait x transposé fois a transposé y, et donc ça c'est le produit scalaire entre x et g de y. Question 1b, choisir x bien choisi à la question 1a. Utiliser l'hypothèse de l'énoncé concernant f, prendre x égale g de y à la question précédente. Question 2a, utiliser l'identité provenant de la norme de a plus b, le tout au carré. On a la norme de a plus b au carré qui vaut celle de a au carré plus celle de b au carré plus 2 produits scalaires entre a et b. Le produit scalaire entre a et b, eh bien c'est aussi le produit scalaire entre b et a. 2b, pour le sens direct, utiliser l'indication précédente. Utiliser la question 1b, en déduire que la norme g de y moins y au carré est égale à 0 puis que g de y égale y. Pour le sens indirect, utiliser la question 2a. On montrera que g de y égale y, ça implique que f de y moins y au carré égale f de y au carré moins norme de y au carré. Utiliser la question 1a. On a la norme de f de y moins y au carré égale donc la norme de f de y au carré plus celle de y au carré moins 2 fois le produit scalaire entre f de y et y. Pour la question 3, donc pour l'inclusion dans le sens direct, eh bien, il va falloir utiliser la question 1a. Si f de x égale le vecteur nul, il faut montrer que pour tout y dans E, le produit scalaire entre x et g de y vaut 0. Le produit scalaire entre x et g de y, eh bien, c'est le produit scalaire entre f de x et y. Pour l'inclusion réciproque, il faut montrer que x appartient à l'orthogonale de l'image de g, ça implique que f de x égale 0. On pourra montrer que pour tout y dans E, f de y x, donc le produit scalaire vaut 0, ça équivaut au fait que x appartienne à l'orthogonale de E. Utiliser la question 1a. Question 3b, montrer que le noyau de f moins ide, eh bien c'est l'image de f moins ide, donc passé à l'orthogonale. Donc pour l'inclusion directe, l'hypothèse donc f de x égale x, provenant de x appartenant au noyau de f moins ide, équivaut à g de x égale x d'après la question 2b. Pour l'inclusion réciproque, utilisez la dimension finie. Allez, donc on est parti pour la question 1a. Donc l'idée c'est la suivante, c'est qu'il faut se ramener au calcul matriciel pour montrer l'égalité donc sur le produit scalaire. Donc on va prendre x et y dans E. Si on note x, la matrice donc de x dans la base b, y celle de donc y dans la base b, eh bien le produit scalaire entre f de x et y, eh bien c'est ax transposé, puisqu'effectivement ce qui se trouve à gauche du produit scalaire ça va être transposé, et f de x eh bien c'est rien d'autre que la matrice fois le vecteur x, donc ça fait ax transposé fois le vecteur y, qui se trouve donc c'est le membre de droite du produit scalaire qui se retrouve multiplié à droite, et donc ensuite, en développant, ça fait xt, at, y. Et donc, si on groupe at, y, eh bien, on reconnaît qu'en fait, c'est le produit scalaire entre x et g de y. Et donc, on a bien le résultat voulu, à savoir que pour tout vecteur x et y, le produit scalaire de f de x avec y, c'est celui de x avec g de y. Allez, donc corrigeons la question 1b. L'idée, c'est d'utiliser la question précédente avec x et y bien choisis. En l'occurrence, si on prend x égale g de y, eh bien qu'est-ce qu'on obtient? On peut estimer donc le produit scalaire entre fg de y et y avec donc celui avec g de y et g de y, donc c'est-à-dire la norme de g de y au carré. Et donc on va pouvoir utiliser l'indication de l'énoncé, à savoir d'utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ce qui n'est pas vraiment surprenant quand on veut établir une inégalité dans un espace euclidien. C'est très souvent l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui va servir.
Donc naturellement on va l'utiliser donc sur la norme de g de y au carré, qui est égale au produit scalaire entre f de g de y et y. Donc ça c'est un produit scalaire qu'on peut estimer par une égalité de Cauchy-Schwarz. On sait que c'est inférieur ou égal à la norme de f de g de y fois celle de y. Et il ne faut pas oublier l'hypothèse de l'énoncé sur f, c'est que la norme de f de g de y est inférieure ou égale à celle de g de y, ce qui montre finalement que pour tout y, la norme de g de y au carré est inférieure ou égale à celle de g de y fois y. Donc là, on a furieusement envie de diviser par g de y, mais avant de le faire, il faut quand même vérifier que la norme de g de y est non nulle, c'est-à-dire que g de y est différent du 0 de l'espace E. Donc on va séparer les cas. Donc dans le cas où g de y est non nul, on peut diviser par g de y et donc obtenir ce que l'on veut. Maintenant, si g de y égale 0, donc très souvent, il faut essayer de revenir à la définition. On sait qu'on ne va pas pouvoir utiliser l'argument qu'on a ici, donc il va falloir remonter à ce qu'on aimerait démontrer. Et qu'est-ce qu'on aimerait démontrer ? On aimerait démontrer que la norme de y est supérieure ou égale à g de y, et g de y, dans ce cas-là, ça vaut 0, à la norme de g de y qui vaut du coup 0 ici. Donc en fait, on aimerait montrer que la norme de y est supérieure ou égale à 0, et ça, c'est toujours acquis par la définition même d'une norme. Donc on n'a rien à montrer dans ce cas-là, et donc dans tous les cas, on a bien montré ce que l'on voulait, à savoir que pour tout x dans E, la norme g de x est inférieure ou égale à celle de x. Donc corrigeons la question de A, donc on prend y dans E tel que f de y égale y, et on va calculer naïvement ce qu'on nous demande de calculer dans l'énoncé, c'est-à-dire calculer la norme de g de y moins y au carré. Donc on remonte à la définition, c'est la norme, donc c'est le produit scalaire entre g de y et moins y et lui-même. Donc on a une identité de polarisation, donc si on ne la connaît pas, et on refait le calcul. Donc le produit scalaire d'une somme avec elle-même, d'une somme de vecteurs avec elle-même, ça fait du coup g de y, le produit scalaire entre g de y et g de y, moins 2 du coup par symétrie, produit scalaire entre g de y et y, et plus du coup le produit scalaire de y avec y. Donc ça fait apparaître la norme de g de y au carré, et ça la norme de y au carré. Donc là on récupère du produit scalaire entre g de y et y. Donc là l'idée ça va être de le transformer en produit scalaire entre f de y et y, et donc pour ça on va utiliser ce qu'on a déjà montré en première question. Donc on utilise la question 1a, donc on sait que ça fait le produit scalaire entre y et f de y, donc par la question 1a. Et donc f de y valant y par hypothèse de l'énoncé, on peut se ramener à donc la norme de y au carré. Et donc si on somme, on a 2 normes de y au carré plus moins 2 du coup norme de y au carré plus une norme de y au carré. Donc il va quand même rester moins une norme de y au carré. Et donc ça montre bien le résultat que l'on voulait. Allez, question 2b, donc on va en déduire que pour tout y dans E, f de y égale y équivaut à g de y égale y. Donc commençons par l'implication gauche-droite, puisqu'on a supposé précédemment que f de y était égal à y, et on a montré que dans ce cas-là, la norme de g de y moins y au carré, c'était égal à celle de g de y au carré, moins celle de y au carré. Donc c'est bien, mais en question 1b, on a aussi montré que la norme de g de y était inférieure ou égale à celle de y. Donc en fait, si on élève ça au carré et qu'on regarde la différence, on se rend compte que ça c'est négatif, le membre de droite est négatif, c'est-à-dire que la norme de g de y moins y, le tout au carré, est négative. Or une norme c'est aussi positif, donc c'est que cette norme-là, elle est forcément nulle. Donc c'est que la norme de g de y moins y au carré est nulle, donc la norme est nulle, et donc si la norme est nulle, c'est que à l'intérieur de la norme on a forcément le vecteur nul, donc ça veut dire que g de y moins y égale 0, et donc de là on tire que g de y était égal à y. Donc on va étudier la réciproque, donc on suppose cette fois-ci que g de y est égal à y, et on essaie de montrer que f de y est égal à y. Donc on a vraiment des hypothèses qui sont symétriques, donc l'idée ça va être d'essayer de montrer, de se ramener donc pour cette question à essayer de montrer le résultat de la question 2a, mais en remplaçant f par g. Donc en l'occurrence, on aimerait montrer que g de y est égal à y, ça implique que f de y moins y, le tout au carré, c'est la norme donc de f de y au carré moins celle de y au carré. Et ça, pourquoi c'est vrai ? Parce qu'on a toujours cette correspondance entre le produit scalaire de f de x et de y avec celui de x et g de y. Donc on peut balader le f ici de l'autre côté, et ça devient un g en fait, de manière un peu simpliste. C'est ça qui va se passer, et c'est ça qui va faire que on va pouvoir remontrer le résultat de la question 2a, mais avec la symétrie pour G. Donc
On suppose que g de y est égal à y, et donc on fait le même calcul que tout à l'heure, donc pas la peine de détailler. 2 fois le produit scalaire de f de y avec y, donc ça on utilise que cette fois-ci on envoie le f de l'autre côté, donc ça fait le produit scalaire de y avec g de y par la question 1a. Et g de y, on a dit que c'était y par hypothèse, et donc au final on récupère la norme de y au carré. Donc moins 2 la norme de y au carré plus une norme de y au carré, il en reste moins 1. Et donc on est exactement dans un résultat symétrique de la question précédente. Donc vu qu'on a l'hypothèse f de y inférieure en norme, inférieure ou égale à celle de y, ça permet de déduire que le membre de droite il est négatif, or c'est une norme au carré, donc c'est forcément nul, vu que c'est aussi positif, et donc on en déduit que y égale f de y. Et donc on a montré exactement ce que l'on voulait, à savoir que pour tout y dans E, si f de y est égal à y, alors g de y est égal à y. Allez, donc allons-y pour la question 3a. Il faut montrer que le noyau de f, c'est l'orthogonale de l'image de g. Donc comment faire ça? Eh bien, déjà, quel est le sens facile? Le sens facile, ça va être le sens direct. Pourquoi? Parce qu'on va prendre un élément du noyau. Il faut montrer qu'il appartient à l'orthogonale de l'image de g. Donc il va falloir montrer que le produit scalaire entre cet élément du noyau et n'importe quel élément de l'image de g vaut toujours 0. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà, c'est bien d'identifier le sens qui est facile. Donc x appartient au noyau de f par hypothèse, ça veut dire que f de x égale 0. Donc maintenant, on va prendre un élément z dans l'image de g. Donc on va le noter z égale g de y. Et donc on va calculer le produit scalaire entre x et z, c'est le produit scalaire entre x et g de y. Et donc encore une fois, on va se ramener à quoi? On va essayer d'envoyer le g de l'autre côté, ça va permettre de passer avec f de x, y, et donc f de x, comme ça on peut se ramener à l'hypothèse que x appartient au noyau de f. Donc f de x est 0, et donc le produit scalaire d'un vecteur avec 0, ça vaut 0. Et donc on a bien que le produit scalaire entre x et z vaut 0 comme voulu. Maintenant, l'inclusion réciproque, donc on va prendre x dans l'image de g, de l'orthogonale de l'image de g, donc ça veut dire que pour tout z appartenant à l'image de g, eh bien x, le produit scalaire entre x et z vaut 0. Maintenant, il faut montrer que x appartient au noyau de f, c'est-à-dire que f de x vaut 0. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser le fait que le produit scalaire, donc pour tout y dans E, le produit scalaire entre x et g de y vaut 0, c'est équivalent au fait que pour tout y dans E, eh bien, le produit scalaire entre f de x et y vaut 0. C'est-à-dire que f de x appartient à l'orthogonale de E. C'est-à-dire que f de x appartient au singleton 0e, et donc f de x vaut 0. Et ça montre effectivement le résultat voulu. Donc on a bien la double inclusion que l'on voulait prouver, à savoir que le noyau de f c'est l'orthogonale de l'image de g. Allez, corrigeons cette question 3b, donc on doit montrer que E c'est égal à la somme directe orthogonale entre le noyau de f moins l'identité de E et celui et l'image de f moins l'identité de E. Donc en fait implicitement la question elle demande de montrer que le noyau de f moins l'identité c'est en fait l'orthogonale de l'image de f moins l'identité, puisqu'en dimension finie de toute manière on a toujours une somme directe entre un sous-espace et son orthogonale. Donc dans ce cas là si on montre que le noyau de f moins l'identité c'est égal à l'orthogonale de l'image de f moins l'identité, puis on aura une somme directe entre l'image de f moins l'identité et son orthogonale, c'est-à-dire le noyau de f moins l'identité. Donc il nous suffit juste de montrer cette égalité d'ensemble en fin de compte. Le noyau de f moins l'identité, c'est égal à l'orthogonale de l'image de f moins l'identité de E. Et donc ça sent plutôt bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une généralisation de la question précédente. On a déjà montré un résultat similaire, donc on voit qu'on est peut-être parti sur le bon chemin. On n'est pas trop loin de ce qu'on a fait à la question 3a. Donc c'est bien. Et en plus de ça, à la question 3a, on a identifié le sens facile, donc on sait par quoi commencer. C'est le sens direct. Donc on doit montrer que si je prends un élément du noyau de f moins l'identité, c'est-à-dire un élément x tel que f de x égale à x, eh bien je dois montrer qu'il appartient à l'orthogonale de l'image de f moins l'identité de E, c'est-à-dire de montrer que pour tout z appartenant à cette image, eh bien le produit scalaire entre z et x vaut 0, donc le produit scalaire entre un élément qui s'écrit sous la forme f de y moins y, puisque z appartient à l'image de f moins l'identité, ça veut dire qu'on a pour tout y dans E, f de y moins y produit scalaire avec x vaut 0. Donc prenons y dans E et regardons ce fameux produit scalaire.
Qu'est-ce que ça fait? Ça fait le produit scalaire de f de y avec x moins celui de y avec x. Donc là, on va s'amuser à envoyer le f de l'autre côté, on le transforme en g. Donc si ça, c'est vraiment l'argument qui est venu depuis le début, donc évidemment qu'il faut s'en servir. Et là, il va falloir utiliser la question 2b, à savoir que g de x vaut x. Et ça permet de conclure la question, puisqu'on va avoir le produit scalaire de y avec x moins lui-même, en fait. Donc ça va valoir 0. Donc on aura bien le résultat voulu. Maintenant, l'autre sens, eh bien, il va falloir pour une fois utiliser un argument de dimension finie. Donc on ne l'a pas utilisé à la question précédente, mais cette fois-ci, il va nous secourir. L'idée, ça va être d'exploiter naturellement le théorème du rang. Donc de l'égalité d'ensemble E, et c'est la somme directe entre l'image de f moins l'identité et donc son orthogonale. Mais de là, on tire que la dimension de E, c'est la dimension de l'image de f moins l'identité plus la dimension de l'orthogonale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension de l'image de l'orthogonale, c'est la dimension de E moins le rang de f moins l'identité de E. Donc on a tout simplement fait passer ce rang-là de l'autre côté. Et donc en l'occurrence, la dimension de E moins le rang de f moins l'identité, par théorème du rang, ça donne quoi? Ça donne la dimension du noyau de f moins l'identité. Donc ça donne bien l'inclusion réciproque. Et donc on a bien montré que le noyau de f moins l'identité c'était égal à l'orthogonale de l'image de f moins l'identité, et donc vu qu'on est dans un espace de dimension finie, on a toujours une somme directe entre un sous-espace vectoriel et son orthogonale, et donc on peut en déduire le résultat voulu, et vu qu'on a montré l'égalité d'ensemble, eh bien on a montré le résultat de cette question. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier plein de prochaines vidéos, donc que ce soit à la fois sur les écrits ou les oraux, pour préparer au mieux cette année. Et tu trouveras aussi des conseils pour gérer au mieux la pression des concours, organiser tes révisions. Donc vraiment, je t'encourage à t'abonner, à liker, ça me donne beaucoup de motivation pour produire encore du contenu. Et j'espère te retrouver sur une prochaine correction de maths ou de physique. Salut!